qui est plus faible à un moment, d'autres plus fort. Et chaque jour, c'est pas les mêmes forcément. On se soutient les uns les autres. Quand on arrive, on a un sentiment vraiment d'être inclus dans un groupe et je dirais même dans une famille. Oui. En ce matin d'hiver, ces jeunes mousses embarquent à Brest, sur la goélette Étoile, pour 2 jours de mer, 2 jours ensemble. Écoutez bien ce qu'on vous dit, soyez motivés. Comme je vous dis, c'est pour vous, c'est pas pour nous. Donc je veux voir personne en bas à dormir ou quoi que ce soit. Vous êtes toute la journée sur le pont. L'école des mousses reçoit en moyenne 240 élèves par an. Certains viennent par vocation, d'autres parce que le système scolaire ne leur convient plus. Sur ce voilier école, mis en service en 1932, les élèves apprennent à développer leur sens marin. Allez au pic, les gars! Une instruction exigeante pour un milieu imprévisible. Certains disent même que la mer est l'espace de tous les courages. Du courage, ils en ont eu pour quitter leur foyer et rejoindre cette école, la seule école militaire qui intègre des élèves dès 16 ans pour les préparer au métier de marin. Et de l'autre côté, ils vont reprendre et ça va faire basculer la voile. Hugo a parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici. Il a laissé derrière lui son île natale de La Réunion pour commencer une nouvelle vie avec de nouvelles règles. Mais surtout, pour découvrir une pédagogie basée sur l'esprit d'équipage. C'est le principe du bateau, si on ne va pas tous dans la même direction, on ne pourra jamais avancer. Par exemple, pour hisser les voiles, il faut qu'on soit tous au même rythme. Donc il faut qu'on ait tous la même vision des choses et ça passe. De se rapprocher. Le commandant du bateau y veille personnellement. Pour cet ancien sous-marinier, le sens du collectif est une évidence. On le voit au fil des heures, ça se compte même pas en jours, ça se compte en heures. Ils mettent un pied sur le pont, ils commencent à tirer sur une drisse, un bout, à hisser une voile. Et là tout de suite, il y a une émulation qui se crée sur le pont. On voit le travail d'équipe qui se monte. Chacun sait tirer les forces et les faiblesses de l'autre. Comme Hugo, beaucoup sont venus pour vivre une expérience humaine et acquérir des compétences qui leur permettront d'embrasser rapidement une carrière professionnelle. Au fil des années, l'école de la seconde chance est devenue celle de la réussite. Personne n'est laissé de côté, ni même en bas d'une bannette. Tu mets ta tête d'abord. Comme à la piscine, vas-y. Non, mais mets-toi dans le bon sens. Là, t'es à l'envers. Oh la vache. Toi, t'es con. Regarde. Tu mets ta jambe gauche. T'appuies. On a un cercle là, et on est en mouillage ici. Et on doit faire en sorte, on doit surveiller que le bateau ne sorte pas de cette zone. Si ça sort de cette zone, on doit rendre compte au chef de quart, tout simplement. Voilà. Et après, on surveille les alentours jusqu'à 8 h, pendant que les copains se préparent. Et ici, la sonnerie du réveil prend une toute autre forme. Les heures passent et les gestes deviennent plus assurés, approchant une parfaite synchronisation. Au même moment, à terre, École des mousses, rassemblée, complet, à vos ordres. la formation académique de la promotion se poursuit au sein du Centre d'instruction navale de Brest. École des mousses, ça commence. Gardez-vous. Au pont. Bonjour les mousses. Bonjour, commandant. Une réponse à l'unisson pour débuter une de ces journées qui s'annoncent sans fin. On est en repos. Garde à vous. À droite. Droite. 2, 1, 2. Au programme ce matin, pour Inès et sa section, une évaluation sur le FAMAS et son utilisation. Mais avant de passer devant l'instructeur, la révision est collective, comme souvent ici. Gardez l'index hors de la détente tant que les organes de visée ne sont pas dans l'objectif. Pourquoi
Cette lorientaise de 16 ans souhaite devenir navigateur timonier pour pouvoir embarquer, déterminer la position des navires et mettre à jour les cartes marines. Le maniement des armes n'est pas forcément son cours préféré, mais qu'importe aujourd'hui, il faut marquer des points. Donc citez-moi les 4 règles de sécurité. Règle 1, toujours considérer une arme comme chargée, parce que c'est la cause de tous les accidents. Ok. L'école pousse les jeunes au dépassement, à aller au-delà de leurs limites. 14. Il y a des choses à revoir. Hein. Leur formation dure 10 mois. 10 mois pendant lesquels ils vont apprendre leur métier tout en consolidant leurs acquis scolaires. Une scolarité dense, à laquelle il a fallu ajouter les contraintes liées à la pandémie de Covid-19. L'entraide devient alors une nécessité. On ne peut pas tout le temps sortir. Donc comme on est bloqué sur base, on ne voit pas nos parents, on ne voit pas nos amis, nos proches. Donc c'est très important de compter les uns sur les autres, avec nos amis du coup qu'on s'est fait ici, tout ça. Cadres et élèves ont su s'adapter pour que chacun puisse atteindre ses objectifs. Tout le monde a bien conscience que le fait de poursuivre les cours en présentiel dépend du respect et du sérieux qu'ils mettront pour l'application des consignes. Ça, c'est un premier point. Et le second point, ils font peut-être un peu plus attention à l'autre qu'ils ne l'auraient fait auparavant. Voilà. Donc, je ne dirais pas que ça facilite la tâche, mais c'est une manière d'apprendre différemment, ce qui, pour un marin, fait partie de son ADN finalement. Ok, pour la section repos. Bonjour à tous, est-ce qu'il y a des blessés avant de commencer? Non, second maître. Tout le monde a bien déjeuné ce matin? Oui, second maître. Une journée spéciale débute sous un crachin breton. Pour le challenge des mousses, les sections de l'école vont s'affronter à travers des activités sportives dans le respect des règles sanitaires. Et comme ses camarades, Inès est bien décidée à ne rien lâcher pour elle et pour ses coéquipiers. Ce qu'on met en place, c'est le jeu au profit du nous. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est pour le groupe, c'est pour emmagasiner des points qui vont permettre justement à la section d'aller vers l'avant et d'essayer d'arriver dans les premiers au niveau du challenge. Allez à tous. 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Commencez pas à venir le baisser comme ceci, vous allez vous faire mal. Ce genre d'événement est important dans la formation des mousses, car ils leur permettent de comprendre l'importance de la solidarité. Une solidarité qui n'a ni âge, ni sexe. Alors, au début, c'est un peu difficile parce qu'ils se disent que les filles sont plus faibles que les garçons et les garçons plus forts que les filles. Et ils s'aperçoivent qu'au final, cette différence de sexe n'apparaît plus dans les armées puisqu'on est tous égaux face à la mission qu'on doit remplir. Un mannequin, un treillis, une paire de lunettes, une ceinture. Au fil des mois, privés de leur smartphone, ils se sont apprivoisés en échangeant de vive voix. Coupés de leur famille, ils ont su apprendre à s'en construire une deuxième. Dans quelques mois, ceux qui obtiendront leur brevet pourront signer un contrat de 4 ans au sein de la Marine nationale et vivre au quotidien l'esprit d'équipage que les cadres de l'école leur ont patiemment inculqué. Si la cohésion se construit avec les plus jeunes, elle se vit aussi dans le respect des anciens, le poids des traditions. C'est ce que découvre le capitaine JC sur la base aérienne de Luxeuil en Franche-Comté. Ce jour-là, cet officier de 29 ans part en mission d'entraînement. Son rêve, être qualifié pilote de combat opérationnel. Et à chaque vol, on a quand même une petite pression et c'est ce qui permet, en tout cas pour moi, c'est une pression qui est assez positive en fait. Elle permet de se surpasser et puis d'être à fond en fait pendant tout le vol. Sur ses épaules, en plus de la pression imposée par sa formation de pilote de chasse, l'officier porte aussi le poids de l'unité à laquelle il appartient, le groupe de chasse, un de Cigogne. Escadron pionnier, son histoire est intimement liée au plus grand nom de l'aviation militaire française. Guinmer, Fonck, Garros, tous ont porté comme un signe les chassiers blancs et noirs. Il suffit d'un rapide tour dans le nid de l'oiseau désormais installé en Haute-Saône pour comprendre que la mémoire de ces as est encore bien présente des décennies plus tard. De ce passé, nous conservons un héritage matériel, en premier lieu, donc des magazines d'époque, des morceaux d'avion, des reliques, des pièces d'identité, des plaques d'identité,
mais également un patrimoine plus immatériel qui tient dans les valeurs que représentaient ces pilotes. Donc capitaine Guilmer pour sa combativité, Roland Garros et René Font plus pour leur inventivité et précision tactique et technique. Pas évident alors de trouver sa place lorsqu'on est nouveau dans l'équipe. On sent qu'on arrive dans une unité, dans un groupe qui est déjà formé, qui tourne a priori très bien sans vous. Et ça sera plutôt à vous de faire votre trou et de vous approprier ces traditions. C'est en partie pour ça que les nouveaux arrivants, on les affecte directement à la cellule tradition de l'unité, au moins dans leurs premières, voire leurs 2 premières années. Pendant ces années pendant lesquelles ils vont pouvoir étudier un petit peu les traditions, l'histoire de l'escadron, comment il fonctionne. Moi, je pense que c'est motivant parce que ça nous permet de nous dire quand il y a un obstacle ou quand il y a une petite difficulté. Bon, il y a des gens qui sont passés avant nous, qui ont rencontré des choses sans commune mesure avec ce que nous, on éprouve en termes de difficultés. Et donc, la moindre des choses, c'est de nous investir à 100% pour réussir et être digne autant qu'on peut de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Et comme beaucoup d'autres avant lui, il veille à ce que les traditions perdurent. Ça, c'est le cahier de marche de l'escadron, donc qui est rempli petit à petit et dans lequel est retranscrit un petit peu la vie au quotidien de l'escadron. Donc aujourd'hui encore, on a les anciens cahiers de marche qui nous ont été laissés par les anciens et on peut remonter comme ça pendant plus de 50 ans. Au fil des ans, des dizaines de pages ont été noircies. Du SPAD au Mirage 2000-5, des tranchées de la Première Guerre mondiale aux opérations de l'OTAN, le 1 de Cigogne est toujours resté en première ligne. Une histoire conservée, racontée, avec ses symboles et ses rituels. Ce soir, au bar de l'escadron, JC va vivre l'un d'entre eux. Certes, de manière un peu moins festive que d'habitude, Covid oblige. Comme tu as pu t'en apercevoir, l'escadron de chasse est un escadron chargé d'histoire et de tradition. Ce boulet en est le symbole. Il est confié au plus jeune arrivé à l'escadron. Il représente toutes les traditions et tu pourras le sous-peser. Tu verras l'ampleur que cela représente. Ne te le fais pas voler. Tu pourras le confier qu'à tes prédécesseurs qui l'ont déjà porté. Tu devras le présenter à la question du jour, le soir au bar de l'escadron et lors de toutes les cérémonies. Sois-en fier et prends-en soin. Je l'accepte avec plaisir et j'en prendrai grand soin. Cet objet convoité représente surtout un lien qui perdure à travers les générations. Ce sont parfois les anciens qui sont du coup contents de le revoir, ceux qui ont pu participer par exemple à la récupération à Cherbourg et qui le retrouvent lors d'un repas escadron avec les anciens de l'escadron et qui voient le boulet qui évolue en peinture parce que de temps en temps on le rafraîchit un petit peu. Il faut que les anciens nous aident parce qu'il y a énormément de travail et sans cette aide et sans cette cohésion de groupe, on n'y arriverait pas tout seul en fait. On ne pourrait pas suivre la formation, ça serait trop difficile et c'est cette cohésion qui nous permet de poursuivre sereinement et de progresser. Le lendemain matin, les règles ont bien été intégrées par JC et ce, dès le briefing. Capitaine JC, pour la question du jour, mes respects mon commandant. Il lui faudra encore quelques vols pour achever sa transformation en vue de devenir pilote de combat. Ensuite, il pourra rejoindre ses frères d'armes en mission, avec la certitude de toujours pouvoir compter sur eux. Car c'est souvent en opération que la fraternité d'armes s'exprime avec force et dans certains cas, elle participe aussi à la cohésion nationale. Une expérience singulière dont se souvient le commandant Vincent Sébastien. Ancien pacha du porte-hélicoptère amphibie Mistral, il a vécu l'année dernière une mission Jeanne d'Arc inédite. Habituellement, ces 4 à 5 mois sont l'occasion de former les officiers élèves de la marine en leur permettant de mettre en application tous les enseignements reçus à l'école navale. Accompagné de la frégate Guéprat, le Mistral devait aller jusqu'en Polynésie. Mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé le programme établi. Le 26 mars 2020, les 2 bâtiments prennent part à l'opération Résilience au profit de Mayotte, fortement touchée par le coronavirus. Nous sommes passés par différentes phases, finalement un peu psychologiques. La première, ça a été celle un peu de la sidération et d'une certaine frustration de voir une mission qui était planifiée pour se déployer loin, dans des pays très variés, avec des exercices et des entraînements avec les autres marines, des missions opérationnelles, des contributions à des missions opérationnelles qui étaient bien planifiées.
de voir tout ça voler en éclats. Passé cela, donc il y a eu une phase évidemment d'adaptation à la mission ensuite, et puis aussi surtout une phase un petit peu d'inquiétude au début, puisque parallèlement à la reconfiguration de notre mission, la France se confinait. Donc les équipages étaient aussi inquiets vis-à-vis de leurs familles restées en métropole. Et puis enfin, je dirais qu'il y a une phase de mobilisation totale et d'expression de la solidarité vis-à-vis de la population nationale. Grâce à plusieurs rotations, ils débarqueront à Mayotte des centaines de tonnes de fret humanitaire avant de repartir dans le golfe d'Aden. Dès lors, l'équipage mettra tout en œuvre pour rester à l'abri du virus. Nous avons été obligés en fait, de nous isoler, de nous confiner d'une certaine manière, à l'instar de ce qui s'est passé pour la population française. Bien nous étions confinés à bord du Mistral et de la frégate Guéprat également. Donc nos escales se sont cantonnées en fait à des escales techniques de ravitaillement. Une situation inédite, d'autant que près de 700 personnes se trouvaient à bord du Mistral. Pour cette mission, nous avions un hélicoptère de la marine, mais aussi 2 hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre, un hélicoptère de la marine italienne. Nous avions des troupes amphibies qui provenaient de l'armée de terre. Il faut faire l'amalgame, il faut acculturer tout le monde. Donc ça prend quelques jours, quelques semaines parfois. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé que, au contraire, j'irais dans les difficultés. C'est là que la cohésion se fait beaucoup plus rapidement finalement. De ce déploiement, le commandant retient surtout une expérience de commandement hors norme. On parle souvent de la solitude du commandement. Ben, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Au contraire, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment que l'esprit d'équipage que je prône, pour lequel je dois être un aiguillon, en fait, il m'a aidé en retour. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'avais un état-major, j'avais un équipage qui finalement me soutenait aussi d'une certaine manière dans mes décisions et m'aidait à prendre les décisions les meilleures. Donc je me suis jamais senti seul, en tout cas dans les décisions que j'avais à prendre. Dans le sud-ouest, Thomas, le sauveteur plongeur héliporté, et Najib, le mécanicien d'équipage, ont eux aussi vécu une mission particulièrement marquante. Ces hommes appartiennent à l'escadron d'hélicoptères 167 Pyrénées, une unité des forces spéciales, également experte dans la recherche et le sauvetage. Le 10 novembre 2020, alors qu'ils étaient d'alerte à Cazaux, ils sont déclenchés à 8h15 pour aller secourir en pleine mer un pêcheur souffrant d'un traumatisme crânien. À SAR, la recherche et sauvetage, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc tous les jours, il y a un pilote, un copilote, 2 mécaniciens navigants qui sont d'alerte, 2 sauveteurs-plongeurs et une équipe médicale composée d'un docteur et d'un infirmier. En quelques minutes, les 2 sous-officiers embarquent à bord d'un caracal. Cette mission consistait donc à effectuer un treuillage bateau, qui est la technique la plus compliquée de notre panel SAR, recherche et sauvetage. Elle consiste à demander au bateau de prendre un cap à une vitesse allant de 5 à 10 nœuds, donc assez réduite, mais suffisamment pour stabiliser le bateau. Le médecin a été descendu avec un sauveteur-plongeur qui a été guidé par un plongeur qui avait été descendu avant sur le bateau. Et ensuite, donc, on a remonté la personne en brassière. C'est un équipement de sauvetage qu'on utilise pour extraire les victimes. On a dû treuiller sur la partie plage avant. Et la plage avant était quand même particulièrement encombrée d'objets et d'obstacles. Donc la surface où on pouvait déposer les sauveteurs-plongeurs et le personnel médical est équivalent à une zone de 2 mètres sur 2 mètres. Ce qui est assez réduit. Plus le bateau bougeait particulièrement, avec les creux de 3 mètres. Donc la phase de calme pour permettre la dépose du personnel était équivalente à une trentaine de secondes par phase. En moyenne, l'escadron réalise une vingtaine de missions de ce type par an. Des missions périlleuses où la bonne entente au sein de l'équipage est essentielle. C'est vraiment un travail d'équipe. On s'entraîne toute l'année pour pouvoir réaliser ce type de mission. C'est vraiment un travail d'équipe entre une bonne coordination, entre le pilote, les mécaniciens navigants, les plongeurs et aussi l'équipe médicale qui nous permet de réaliser une mission en toute sécurité et aussi pouvoir sauver la victime. C'est grâce à cette synergie qu'on arrive à réaliser une mission technique qui exige un engagement important de la personne.
Au sein du ministère des Armées, la force du collectif est très concrète et bien ancrée dans la réalité opérationnelle. Elle est régulièrement entretenue, testée, éprouvée dans des milieux difficiles, parfois hostiles. La montagne en fait partie. Aussi belle que dangereuse, elle est sans concession. En Savoie, à Modane, le GAM, pour groupement d'aguerrissement en montagne, accueille chaque année en stage des unités de l'armée de terre. Réunion mensuelle, Pour encadrer ces formations, une petite structure de 34 spécialistes est à la manœuvre. Cette semaine, ils reçoivent des sapeurs de la sécurité civile et des élèves de l'EMIA, l'école militaire interarmes, chargée de former les officiers issus du recrutement interne. Le but étant que chacun y trouve son compte et que vous repartiez d'ici encore mieux forgé que vous ne l'êtes déjà. Une adresse rapide, concise, qui augure pourtant de prochaines longues journées. Pour les sapeurs de Corté, la première épreuve consiste à franchir le rocher des Amoureux. Un premier rendez-vous avec la verticalité, où ils vont devoir faire corps avec le massif. Le but avec cet équipement de passage notamment, c'est que les stagiaires eux-mêmes se découvrent un petit peu en faisant des choses inhabituelles. Se découvrent et se fassent confiance aussi. Dans toute l'armée de terre et puis chez nous aussi à la sécurité civile, c'est indispensable. Et c'est ce qui nous permet de survivre dans nos missions, quoi. Voilà, pas plus compliqué que ça. Si on n'a pas confiance dans les personnes qui sont avec nous dans les agrès, tout de suite c'est plus compliqué. Voilà. Les premiers exercices servent à apprécier le niveau physique, mais aussi l'entente du groupe. Les difficultés vont augmenter progressivement jusqu'à pousser les stagiaires dans leur retranchement. Pour cela, les instructeurs s'appuient sur le milieu naturel, comme sur le pic de l'Aigle, où ils installent un équipement de passage. La montagne, ça ment pas, hein. C'est vraiment une école. Pour ça qu'on aguerrit les gens, ça fait travailler leur physique, ça fait travailler leur mental. Et on peut pas mentir, on peut pas tricher en montagne. Alors c'est sûr, quand il fait grand beau et qu'on est dans de bonnes conditions, c'est plus simple. Mais là, concrètement, même nous, avec l'expérience, on se remet en question au fur et à mesure. Mais avant de gravir ce sommet, les stagiaires de l'EMIA devront passer une longue et fraîche nuit sous tente, à 2400 mètres d'altitude, une autre sorte d'épreuve. Salut Jean-Chef. Ça va ou quoi? Ça va bien, hein. On est dans la cohésion. C'est ça, tout à fait. On se tient chaud. On passe plus de nuits ensemble qu'avec nos épouses. On pelte ensemble, on fait les murs ensemble, on fait les abris ensemble, donc c'est bien. La montagne, c'est de l'organisation principalement. Si on n'est pas organisé et qu'on n'est pas un peu les uns derrière les autres, sans se surveiller, sans réellement s'organiser en disant pète, il fait froid, fais un café, il faut, oui, ça fait partie du jeu. C'est important, ouais. Je pense que c'est important de continuer dans la difficulté à pouvoir grandir. Après avoir quitté les bras glacés de Morphée, l'heure est venue de se confronter à un dénivelé d'une centaine de mètres avec sac à dos, armement et équipement technique. Un exercice qui nécessite un engagement physique important et les conditions climatiques ajoutent une pression supplémentaire. Voilà, l'aguerrissement, et surtout l'aguerrissement au froid, puisque c'est vrai qu'on est l'armée française, dans les unités on n'est pas forcément habitué à ce milieu, donc c'est vraiment intéressant de pouvoir voir ce milieu-là de près. Du corps, un petit peu dans la pente. Voilà, jambes tendues, parfait. Derrière le sourire des officiers, un souffle court, corps et esprit entrent en mode automatique. Il y a un problème, on serre juste la main droite, c'est là, on s'arrête. On tape un petit peu dans l'organisme et dans les réserves. Surtout s'il y en a qui s'alimentent un petit peu mal le soir et le matin avant les activités. Mais donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus, aussi sur les consignes sanitaires, quoi. Mais c'est vrai que l'accumulation des efforts pour eux, l'altitude, ils n'ont pas non plus l'habitude d'être à une altitude aussi élevée pour eux. Donc forcément, ça travaille un petit peu, toujours pareil, le mental et le physique pour durer dans l'effort, quoi. C'est aussi là qu'ils doivent veiller les uns sur les autres. En montagne, la moindre erreur peut être fatale. Rien que dans l'esprit, quand on marche, quand on fait des raquettes, personne se double, on essaye de pousser la personne devant soi pour la motiver et lui donner un peu plus d'énergie.
L'objectif n'est pas de former des professionnels de la montagne, mais un groupe aguerri, soudé et performant. Chef de groupe, c'est qui? Chef de groupe, chef de groupe. En avant, vous désignez deux chefs d'équipe, c'est là. Et après vous particiez, vous avez vos sacs, vous avez vos bâtons. Alpha Bravo. Je te mets au milieu, vous prenez le secteur gauche. Donc dans la direction droite, tu vois la butte énorme, c'est notre secteur gauche. Bravo. Ok, bravo, 8 personnels détruits, consommation 15%. Vous mettez tous debout, comme ça je fais un débrief rapide. C'est difficile au niveau des secteurs pour les désignations d'objectifs parce que finalement tout se ressemble, c'est un peu lunaire. Donc nous on n'a pas trop l'habitude, le caillou à droite, le caillou à gauche, le caillou penché, ça devient vite limité. C'est pour ça qu'en fait c'est plus compliqué de tirer en montagne parce que justement tout se ressemble. Ils vont retenir outre le fait de se dépasser dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, avec des franchissements comme vous avez pu suivre déjà ce matin. Et là, travailler aussi l'aspect commandement qui est important pour eux en tant qu'officiers de l'armée de terre. Commander au feu, c'est aussi savoir emporter l'adhésion de ses subordonnés, apprécier leurs valeurs en situation de fatigue ou de stress. Eux, ils vont descendre en tactique. Voilà. Donc moi, le but, ça va être de les prendre à partie. Donc voir déjà comment ils vont réagir. Voilà. Et en fonction de ça, là, on va pas rester en défensif. Donc là, c'est juste vraiment pour les fixer. Et après, nous, on va se replier. Là, ils ont manœuvré, finalement, ils sont rentrés dans le Talweg complètement à gauche. C'est l'arroseur arrosé là? Non, ça fait partie du jeu. Non, ils ont bien manœuvré, donc non, c'est bien. Hein. Après, c'est à nous de nous adapter. Hein. Quand la cohésion est là, tout semble un peu plus facile. La construire est donc essentielle pour les militaires, qu'ils parlent d'esprit de corps, d'équipage ou d'équipe, d'entraide, de fraternité d'armes ou même d'amitié.